Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Retour des vraies voix citoyennes, Cécile de Ménibus nous a laissé parce que maintenant il va y avoir des petites alternances, notamment entre le lundi et le mardi, mais c'est à partir d'aujourd'hui que commence la nouvelle grille des programmes de Sud Radio et vous aurez la partie 2 demain. Retour de notre duo magique des vraies voix citoyennes. Bonsoir Aurélie Gros. Bonsoir Philippe. Vous êtes toujours en forme, toujours souriante déjà. Toujours. C'est parfait. Il y a le soleil. Il y a les Jeux paralympiques. le ciel, le soleil et la mer, c'est ça ? Et la mer. Et la mer, parfait. Et Stéphane Pellet, moi, bonsoir c'est Stéphane. Toujours pas souriant. Non, non. Ça va Stéphane ? En pleine forme. En pleine forme aussi. Alors, les vraies voix citoyennes, ça a terminé en trombe la saison dernière, donc fin juin. Et là, ça redémarre avec 3 étapes, on va dire ça comme ça, le sommet citoyen, des étapes régionales et le trophée de l'initiative citoyenne. Vous pouvez nous en dire quelques mots, Aurélie et Stéphane ? Alors chaque année il y a un sommet citoyen, maintenant depuis 2 ans, il y a eu 2 éditions. À Marseille notamment, et l'année prochaine il y aura la 3e édition à Lille, mais cette fois elle sera rythmée en fin de compte par des points d'étape dans différentes régions sur différents sujets pour que le maximum de citoyens et d'associations engagées puissent s'exprimer pour construire les lois de demain. Et il y a aussi les trophées de l'initiative citoyenne, Stéphane. Exactement, toute l'année, justement, grâce à Sud Radio, qui est partenaire de ce trophée, toutes les associations, tous les gens engagés, enfin bref, les collectifs, les ONG pourront s'inscrire pour être candidats à ce trophée. Vous vous souvenez, l'année dernière, c'était l'équipage solidaire des étudiants qui s'occupaient de ramasser de la nourriture pour leurs collègues étudiants, etc., qui avait été récompensé. Il y avait aussi Médecins solidaires qui avait été récompensé. Médecins pour demain. Non, Médecins pour demain, ça c'est une autre association, chère Aurélie. Et donc Médecins solidaires qui installent vous savez, des cabinets dans le Gers, dans pour tous faire les diagnostics à distance. Exactement. Et donc on leur avait offert des ordinateurs. Enfin bref, tout ça grâce à Sud Radio. Et évidemment le sommet citoyen. D'ailleurs, vous qui êtes Marseillais, vous n'êtes pas trop déçus de passer de la bouillabaisse à la carbonade flamande. On jouera à l'extérieur. Vous, ça va, la carbonade et le pot de Gevelay, je vous aimez ça ? Moi, je n'ai pas de problème, j'aime toutes les régions de France. Bienvenue au club, et on aime toutes les régions de France sur Sud Radio. Allez, au sommaire de ce soir. D'abord, la belle devise de Riyad Salem. Il est au sommet citoyen de 2023, et il est l'un des piliers de l'équipe de France de rugby fauteuil, actuellement en lice pour le titre olympique. On ne peut pas s'offrir au monde si l'on ne s'accepte pas. Une si belle façon de dire l'envie de partage et du coup d'acceptation de tous, tel que chacun se ressent, et ose se mettre à la façon de la belle cérémonie des Jeux paralympiques. Alors justement, alors que 15% de la population mondiale est concernée par un handicap, la plupart du temps invisible, que 12 millions de personnes en France ne se sentent pas assez reconnues et accompagnées, on a voulu prendre le pouls d'un objectif collectif qui nous concerne tous, faire vivre plus de 1000 clubs sportifs inclusifs en France, et parmi ceux-là, ceux qui proposent une pratique mixte. Et avec nous, on en parlera avec Jérôme Rousseau, président de Nouveau Sport, et Paul Quesada, chef de projet de l'association. Ce sera aussi l'occasion d'un coup de gueule de la part de notre ami Pierrick Courillo. Et puis autre défi, autre solidarité, plus de 330 000 personnes sont sans logement pérenne en France, tandis que les bureaux ne sont occupés que 30% du temps. La nuit et le week-end, ils sont vides, et l'association Bureau du Cœur souhaite apporter une solution à ce problème de mal logement en permettant à toute personne en situation de précarité d'accéder à un logement décent et digne. Son fondateur, Pierre-Yves Loaec, sera avec nous pour nous raconter. Stéphane Pellet, là, c'est la musique des JO. Franchement, moi je peux pas m'en passer. Non, c'est bien rythmé en plus. Toute la fin juillet, c'est reparti avec les Jeux paralympiques, c'est magnifique. Et on aurait presque envie comme ça, toute la journée, que ça nous porte, parce que justement c'est les très très beaux projets qu'on veut évoquer ce soir, avec notamment Jérôme Rousseau et cette jolie musique qui nous conduit vers Nouveau Sport, c'est ça ? C'est ça, bonsoir à tous et tous. Bonsoir. Très heureux d'être parmi vous. Je tiens juste à préciser que je suis directeur général. Donc voilà, c'est important. Le président est Loïc Gautelier. Il me charge de travailler jour et nuit pour développer l'inclusion dans le sport. Donc c'est important de préciser ça. Merci pour votre accueil. Et alors justement, comment est né Nouveau Sport ? C'est une bonne question. Nouveau Sport est né... On n'a que des bonnes questions. Ah oui. Alors janvier 2021.
à Nanterre Université. J'étais étudiant à l'université de Paris-Nanterre et il s'avère qu'il y avait donc des étudiants, il y a toujours des étudiants en situation de handicap et des étudiants qui n'ont pas de handicap. Il n'y avait pas de pratique partagée et donc c'est comme ça qu'est né Novo Sport, l'idée étant de pouvoir inventer de nouvelles activités sportives pour que l'on puisse pratiquer ensemble sur le même terrain et pour que les auditeurs comprennent. C'est très simple. Donc vous toutes et tous qui êtes autour de la table, si vous voulez jouer avec Novo Sport, on ne va pas vous mettre en situation de handicap, mais on va s'appuyer sur vos capacités motrices ou intellectuelles pour qu'on puisse faire lien ensemble sur un même terrain. Alors justement, Stéphane Pellet. Paul Quesada, vous êtes chef de projet, donc vous êtes là dans le concret pour réaliser ça. C'est vrai que c'est un très très beau projet, cette idée de mixité. Ça va encore plus loin, ça dépasse encore la question du handisport. Je ne sais pas comment il faut l'appeler, il y a tellement de catégories. Comment vous y prenez concrètement et quels sont les premiers objectifs? Il y a un fameux chiffre en France, ou je ne sais pas si c'est le vôtre ou d'autres, qui est développé, 1 millier au moins de clubs qui seraient mixtes. Est-ce que c'est ça qu'il faut retenir? Alors 1 millier de clubs, je ne sais pas. Moi, je connais le nôtre, à Novo Sport, qui vient de cette très belle idée de Jérôme, qui est vraiment de créer du partage dans l'activité physique et sportive. Donc de pas seulement dissocier personnes en situation de handicap et personnes non porteuses de handicap, mais vraiment de pouvoir réunir tout le monde sur le même terrain. Aujourd'hui, on a les Jeux paralympiques, ça permet de mettre en valeur le handicap par le sport. Nous, on va un petit peu plus loin que ça, en venant créer vraiment des nouvelles activités, en adaptant toutes les règles, en inventant un nouveau sport. C'est pour ça que l'association s'appelle Novo Sport, pour mettre en exergue toutes les capacités des personnes, peu importe leurs moyens. Alors j'ai regardé les Jeux paralympiques, il y a des règles qui changent, parce que j'aime bien le sport, on va dire ça comme ça. Il y a des règles qui changent, par exemple au tennis fauteuil, il y a droit à 2 rebonds, mais si on fait un match mixte, quand la balle est jouée sur celui qui est en fauteuil, on a droit à 2 rebonds. Et quand la balle est jouée de l'autre côté, on a droit à 1 rebond. En double, comment ça se passe? C'est exactement le même principe qu'on utilise à Novo Sport. C'est que une personne n'a pas forcément les capacités de pouvoir réceptionner la balle avec un seul rebond. Donc, qu'est-ce qui nous empêche de venir réinventer l'activité et de l'adapter pour que la personne ait quand même accès et puisse s'exprimer totalement? Jérôme Rousseau, vous voulez réagir? Oui, tout à fait. Prenons mon exemple. Donc, je suis en fauteuil roulant électrique pour expliquer aux auditeurs. Je n'ai pas du tout l'usage de mes membres supérieurs. Donc, si on voulait imaginer, par exemple, du tennis partagé, on pourrait très bien se dire, au lieu de jouer avec une raquette, on pourrait peut-être jouer avec son fauteuil roulant électrique, peut-être mettre une balle un peu plus grosse, et en fonction de chaque individu, adapter la règle pour que chacun puisse exister. Parce que peut-être que c'est ça, en fait, l'inclusion dans le sport. Ce sera justement la vision future, on espère, après les Jeux paralympiques, peut-être. Stéphane Pellet. Sans trahir de secret, moi il se trouve que j'ai pratiqué le volley-ball. Alors j'ai vu que vous aviez là aussi un projet. J'aimerais bien que vous me racontiez parce que je vais pouvoir vous dire ce que j'en pense. Avec plaisir. Paul est vraiment à l'initiative de la Coupe de France de volley, mais quelques mots sur le volley partagé. C'est un gros ballon de fitness qui va passer en dessous d'un filet. C'est une activité qui est née au lycée Toulouse-Lautrec de Vaucresson, à Noréa d'ailleurs, où la série a vraiment bien fonctionné. Et l'enjeu, c'est très simple, c'est de passer cette balle de Swiss Ball. Et pour marquer un point, il faut que la balle sorte du terrain de jeu. Donc vous pouvez jouer avec votre fauteuil roulant, vous pouvez jouer debout, vous pouvez jouer en fonction de vos capacités. On va appuyer, donc c'est du 3 contre 3. Ah oui. Et là, on arrive à une mixité, Paul? Totalement. Nous, dans une même équipe, on peut très bien mettre une personne qui est en situation de handicap mental qui va venir jouer debout, une personne en fauteuil qui va venir frapper soit le ballon avec son fauteuil directement, soit avec ses membres supérieurs si la personne le peut, et une personne qui n'a pas de handicap qui va venir se mettre au sol au moment de frapper la balle. Alors, j'imagine que la vision pour les personnes qui ne sont pas du milieu du handicap et qui n'ont pas de problèmes pour pratiquer tous les sports, ça a permis votre association de changer les choses. J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, Paul. Exactement. Moi-même, je ne suis pas en situation de handicap. Je ne connaissais pas, il y a maintenant 3 ans, tout le domaine du handicap et du sport partagé. Je suis là parce que déjà, j'ai pratiqué. En entrant dans l'activité, je ne suis pas simplement spectateur du handicap par le sport, mais aussi acteur. Ça me permet de vraiment jouer un rôle, et aussi je vais me rendre compte que la personne en situation de handicap n'est pas forcément assistée par la personne qui n'a pas de handicap. Au contraire, on est coéquipiers, donc on doit tous les deux mettre nos capacités à disposition de la compétition, parce qu'on en fait aussi un petit peu. Le but, c'est toujours de gagner, même si on aime le loisir aussi. Mais donc on se sent utile, mais pas seulement. La personne en situation de handicap vient aussi apporter sa petite touche de capacité qui n'est pas à négliger, et il faut toujours être deux pour gagner. Donc. Vous pouvez vous faire battre aussi. Hein. Ah bah oui. Sans problème.
Avec ces deux personnages, c'est vraiment fabuleux de parler comme ça. On fait du sport tous ensemble, que ce soit du volley, du tennis, du foot, du rugby. Tiens, on va parler de rugby dans quelques instants. On va écouter notre ami Riyad Salem, qui sait de quoi il parle quand il parle de ballon ovale, avec nos amis Aurélie Gros et Stéphane Pellet. On se retrouve tout de suite dans les vraies voix citoyennes. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix citoyennes. Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Et oui, on n'avait pas eu le générique avec Citoyen bon patriote et Aurélie Gros nous l'a fait remarquer. Alors Maxime, notre excellent réalisateur, l'a mis pour le plaisir en retour de pub. Ça beau. Ah, c'est un beau, très beau générique. Citoyen, c'est les vrais gens, c'est ceux qui ont envie de s'exprimer, c'est ceux qui se battent pour leurs convictions. Donc je trouve ça beau. Saison 2024-2025, c'est la saison du 3e sommet citoyen. 12, 13, 14 juin à Lille. Absolument. Et en attendant, vous pourrez vous inscrire, grâce d'ailleurs au poste Sud Radio, etc. Vous pourrez vous inscrire pour la première rencontre le 9 novembre sur la santé, la loi santé avec Arnaud Chiche et tout le collectif Santé en danger. Mais Jérôme, tu peux venir. Hein. Ah oui. Entendu. Et avec nous, Jérôme Rousseau, porte-parole, c'est ça, de Novosport, et Paul Quesada, directeur général de Novosport, et Paul Quesada, chef de projet de Novosport. Tiens, on va écouter, alors Sud Radio, c'est la radio du rugby, il y aura les vraies voix du rugby à 20h. On va écouter quelqu'un qu'on aime beaucoup, qui joue en rugby fauteuil, Riyad Salem. J'ai fait 7 Jeux paralympiques et un avant, un après. Et un avant, un après, c'est-à-dire ? Autant pour le sport, c'est incroyable. Mais après, sur le sujet du handicap, de la différence, ça amène une dynamique. On le voit là avec ces jeux. Il y a eu des millions qui ont été investis par l'État, par la région Île-de-France, par la mairie, pour rendre les gymnases accessibles, pour prendre en compte cette réalité du parasport. Et je le vois aujourd'hui dans les publicités. Aujourd'hui, tous les grands partenaires mettent du parasport. C'était inexistant il y a à peine quelques années. Donc voilà, il y a aussi toute cette accessibilité des esprits, des mentalités qui vont ouvrir un petit peu un autre regard sur le handicap. Stéphane Pellet. Oui, Jérôme Rousseau, Paul Quesada, on entend Riyad Salem, c'est vraiment une conscience finalement du handisport parce qu'il est extraordinaire, il mélange toutes les approches finalement. Est-ce que vous êtes aussi optimiste que lui ? Les choses sont en train de changer ? Bien sûr, les choses sont en train de changer. Ce qui est important, c'est de mettre la place des personnes concernées et de les écouter. Et je crois qu'aussi, comme l'a dit Riyad, il y a une vraie évolution. On peut prendre l'exemple des volontaires, par exemple, quand vous arrivez sur un stade, la petite aide qui va permettre, je ne sais pas, de pouvoir accéder à une place, de pouvoir dire par exemple à une personne qui est devant vous, qui est spectatrice ou spectateur en tout cas, de ne pas se lever parce que derrière vous n'allez pas voir, et c'est ça aussi la culture commune, et ça commence par là. Paul Quesada. Mais parfois, quand il y a un but ou un essai, on ne peut pas s'empêcher de sauter. Hein, là, C'est bien, ouais. C'est vrai. C'est bien. Il ne faut pas être derrière Philippe David. C'est juste ça. Mais non, mais le mieux, c'est d'être à côté de Philippe David. Oui, comme ça, du coup, on peut sauter ensemble. Ah, c'est absolument. Paul Quesada. C'est vrai que Riyad, il évoque un bon point. Mais je pense encore qu'il y a beaucoup de travail. Mais les Jeux paralympiques, je l'espère, vont permettre une ouverture des esprits sur le grand public. Concrètement, avec Novosport, où est-ce qu'on retrouve vos activités ? Comment on s'inscrit ? Combien de clubs, où ça en France, etc. Alors nous aujourd'hui on est basé à Nanterre, on a des créneaux réguliers dans le 18e, le 19e arrondissement, le 4e arrondissement et également à Gonesse. Donc on propose un tas d'activités sportives sur ces différents créneaux réguliers. Au nord de Paris. Exactement. On accueille des institutions spécialisées, des tout venants, des personnes qui souhaitent s'inscrire, des jeunes, des moins jeunes, des gens en situation de handicap et des personnes qui n'ont pas de handicap. Sud Radio, c'est la radio des territoires. Est-ce que vous avez on a envie de vous encourager de faire des petits un peu partout en France, de Dunkerque à Perpignan et de Brest à Strasbourg, et même si vous voulez à Saint-Denis de la Réunion, Nouméa et Saint-Pierre et Miquelon. Ouais, c'est un objectif, bien sûr. On a déjà ouvert une première antenne à Lille qui est en train d'être lancée par un de nos étudiants, enfin un des étudiants qui est allé faire Sciences Po à Lille. C'est l'objectif. Pour l'instant, on se concentre surtout sur la région d'Île-de-France parce qu'il y a un sacré boulot à réaliser. Beaucoup de personnes, un vivier de personnes en situation de handicap à attirer et à faire pratiquer tout simplement du sport. Mais l'objectif à long terme, c'est de s'épandre en France, mais aussi en Europe. Alors moi j'avais une question parce que vous avez vraiment la flamme en vous là pour porter toutes ces belles idées. Il paraîtrait que vous avez même porté la vraie flamme tous les deux. Exactement. Moi j'ai eu la chance de la porter à Vichy.
le lundi 26 août, c'est Jérôme le lendemain à Fontainebleau. C'est ça, le lendemain, et cette flamme, elle était importante. Au-delà de porter la flamme, on faisait partie donc du comité paralympique sportif français Île-de-France, et il y avait sur cette flamme une jeune qui faisait partie d'une institution spécialisée qui a porté la flamme parce qu'elle faisait partie de Novosport et elle venait pratiquer chaque vendredi matin. Donc c'est aussi important pour nous de se dire, tout ce travail qui est réalisé au quotidien, c'est pour l'avant, pour le pendant, pour l'après, pour l'éducation, et il y a un vrai travail au niveau de l'éducation, au niveau des écoles. Est-ce que vous pourriez dire que grâce aux JO paralympiques, le regard on peut pas dire qu'il a changé, parce que déjà c'est pas fini, déjà les JO paralympiques est en train de changer, Paul Quesada? Alors j'ai envie de dire qu'on est au début. J'ai l'impression que beaucoup de personnes découvrent le handicap en ce moment. Parfois ça me révolte un petit peu, parce que je me dis il faut qu'on fasse du sport et qu'on le montre à la télé pour que les personnes se rendent compte qu'il y a 12 millions de personnes en situation de handicap en France. Donc j'espère que c'est en train de changer, j'y crois. Ensuite, maintenant il va falloir passer à l'action. Je sais que le voir c'est très bien, c'est important, il faut le montrer, c'est la première étape. Maintenant par la suite, j'invite les personnes à venir sur les clubs, à venir jouer, à venir pratiquer, ou à tout simplement fréquenter des personnes en situation de handicap qui sont partout, même si on a beaucoup de handicaps invisibles. Et c'est génial parce qu'avec vous, quelqu'un de valide peut venir jouer. C'est exactement ça. On a le même maillot et la même passion pour détourner un peu un slogan. Reconnaissant que hier, par exemple, à Roland-Garros, voir le central entièrement plein pour regarder un match on l'appelle tennis fauteuil. Alors qu'il y a encore peut-être des mois, on aurait simplement proposé à quelqu'un, il aurait dit non. Je trouve qu'il y a des moments où c'est génial quand les choses se déclenchent. Et notamment, il y a un débat de fond qui est passionnant derrière. Vous pourriez nous en parler aussi. C'est la question des normes. Parce que le monde du handicap, moi, pour avoir été, directeur général de collectivité, d'avoir monté les transports pour les personnes en situation de handicap, etc., j'ai été confronté à cette histoire des normes. Des fois, on va tellement loin dans les normes que de toute façon, on n'y arrive pas. C'est que l'enveloppe est tellement immense. Est-ce qu'à un moment, vous n'êtes pas aussi porteur de l'idée qu'il faut savoir finalement composer, parce que finalement, c'est deux mondes qui vont complètement coexister. Exactement. En fait, c'est aussi ça. Et ça passe par l'éducation. Ça passe par l'éducation des personnes en situation de handicap. Ça passe par l'autodétermination. Ça passe par des établissements spécialisés. De dire aux jeunes qui ont entre 3 et 17 ans, faites votre maximum pour faire écouter votre voix, faites ce qu'il faut pour expliquer vos besoins spécifiques, et à partir du moment où on explique, très souvent vous verrez les gens comprennent mieux. Alors, comprennent pas toujours, mais comprennent mieux. Et vous êtes valide, Paul? Oui. Est-ce que ça a changé votre regard sur le handicap de faire du sport avec des personnes en situation de handicap? Bien sûr, ça l'a changé. Moi, je ne connaissais pas du tout le milieu du handicap, comme beaucoup de personnes en France. Moi, intégré maintenant vous êtes entraîneur en plus de... Alors moi, je suis coach et je suis aussi responsable du club de foot fauteuil et chef de projet de l'association Novosport. Donc, des personnes en situation de handicap, maintenant, j'en côtoie tous les jours, et je suis même moi-même maintenant en minorité quand je travaille. La plupart du temps, je suis avec plus de personnes en situation de handicap que de personnes qui n'ont pas de handicap. Donc finalement, mon regard, oui, il a totalement changé, mais pas simplement par le sport, mais aussi par la vie quotidienne. On parle beaucoup de sport, mais en dehors de cette heure et demie de pratique sportive, il y a beaucoup d'autres choses, le transport, l'accueil de la personne en situation de handicap, ses besoins vitaux comme manger, boire un petit peu d'eau, enlever sa veste. Tous ces gestes-là, ils sont vraiment très importants et il ne faut pas les négliger. Alors, comme toujours, et puis pour finir pratiquement, je vais dire, il faut qu'on sache aussi comment on s'inscrit auprès de vous pour tous ceux qui veulent pratiquer, et aussi comment on peut vous aider. Est-ce que vous avez ouvert une ligne de mécénat, quelque chose qui permettrait à des entreprises de venir en aide? Et des citoyens. Et des citoyens, bien sûr, excusez-moi. Bien sûr, vous pouvez nous retrouver sur novosport.fr. Vous pouvez nous écrire avec grand plaisir. On a plein de beaux projets. On est ouvert à beaucoup de choses et il y a beaucoup de travail, donc allons-y. Et comme on a très envie que vous fassiez des petits, Aurélie Gros? Non, mais moi j'avais juste une chose, comme on attend la nomination d'une personne pour gouverner la France, un Premier ministre, je pense qu'il y a une résolution notamment du G500 qui va beaucoup plaire à nos amis. Monsieur Pelé, l'article 1 de la Constitution pourrait être un beau signal après ces Jeux paralympiques, n'est-ce pas? On a fait adopter par le Sommet citoyen à l'unanimité cette idée de changer l'article 1 et comme la République elle est une
une, indivisible, laïque, démocratique, sociale et inclusive. Et si on rajoutait ça, ça forcerait tout le monde, en plus de tout, de l'enthousiasme à s'y mettre. Et comme on a très envie que vous fassiez des petits un peu partout en France, on peut vous contacter par votre site web Novosport. Novosport.fr. Dans quelques instants, on va avoir quelqu'un qu'on connaît bien, Pierrick Courillot, pour pousser un coup de gueule. Et ensuite, on aura une autre association absolument géniale, les Bureaux du Cœur. On sera en compagnie de Pierre-Yves Loaec. On se retrouve dans quelques instants. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Et évidemment, ils sont incontournables pour les vraies voix citoyennes. Aurélie Gros et Stéphane Pellet sont toujours avec nous. Ils sont restés, Jérôme Rousseau et Paul Quesada de Novosport, avant de donner la parole à Pierre-Yves Loaec d'une super association, il n'y a pas d'autre mot, les Bureaux du Cœur. On a avec nous quelqu'un qu'on connaît bien, qui fait partie du G500 citoyen. C'est Pierrick Courillot, le président de Handicap, République et Société. Pierrick Courillot, bonsoir. Et Pierrick... Bonsoir Pierrick. Donc nos amis sont restés, Jérôme Rousseau, Paul Quesada, et donc ils étaient enthousiastes. On a même mis la musique des Jeux Olympiques tout à l'heure pour démarrer. Mais Pierrick, je crois que votre analyse de la situation n'est pas tout à fait aussi optimiste. Vous en êtes où dans votre réflexion sur notamment la question des transports pendant ces JO? Je devais assister au relais de la flamme et l'enthousiasme a été vite touché par des problématiques d'accessibilité dans les transports, notamment face au manque d'agents en gare. C'était le cas sur Orsay, mais c'est parfois le cas ailleurs en Ile-de-France. On a aujourd'hui 3% des stations de métro qui sont accessibles. Et donc, on a urgence à mettre en accessibilité nos transports. Valérie Pécresse a proposé, il faut que l'État, les collectivités et nos opérateurs publics fassent équipe de France pour l'accessibilité des transports et des commerces. On a 1 million de petits commerces inaccessibles en France. Il y a urgence à avancer. Et est-ce que vous voulez qu'on fasse un appel tous ensemble avec Jérôme, Paul, ne serait-ce que déjà du côté de la mairie de Paris, mais pas seulement, parce que je pense que c'est un problème qui n'est pas que francilien, cette question de l'accessibilité dans les transports. Je lance un appel notamment au président de l'AMF, puisque David Villicard a appelé une simplification des normes et à libérer les énergies dans ce pays. Je lui dis banco, allons-y sur l'accessibilité. Et vous avez une idée forte, je crois, c'est que les normes ne doivent pas tout gâcher. De temps en temps, il faut savoir aussi composer, c'est ça, avec la réalité. Il faut passer d'une vision de l'accessibilité des normes à une accessibilité de l'usage. Et donc, pour ça, il faut tout le monde autour de la table. Et je dis, rencontrons-nous, agissons. On a besoin de tous les talents à l'Assemblée et au Sénat pour avancer sur le sujet. Merci beaucoup Pierrick Courillot et on espère que l'appel sera entendu. Vous êtes président de Handicap, République et Société. Tout de suite, Aurélie Gros, on va parler d'une très belle association, les Bureaux du Cœur. Tout à fait. On parle du nombre de personnes qui sont aujourd'hui dans la rue, hélas. On a eu un sujet un peu joyeux, les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques, mais il reste encore des personnes en très très grande difficulté. Et quand on voit que les bureaux ne sont occupés qu'à 30% du temps, c'est vrai que l'idée géniale des Bureaux de Cœur, parce qu'on peut le dire, idée géniale quand même, et notamment de Pierre-Yves Loaec, nous a interpellés parce qu'aujourd'hui c'est une des solutions au vu du nombre d'entreprises qui peut faire du chemin, qui peut faire des petits et qui peut emmener ces personnes à retrouver peut-être le chemin de la vie professionnelle, le chemin de la vie, être réinséré. Donc bonsoir Pierre-Yves et merci vraiment d'être avec nous. Alors racontez-nous comment tout ça est né et comment l'idée est née, parce que moi je le sais déjà mais les auditeurs ne le savent pas. Bonsoir Aurélie. Écoutez, l'idée est née à Nantes avec un certain nombre de copains entrepreneurs. On était évidemment collectivement choqués par
Deux choses. L'idée d'abord que il y a 330 000 personnes dehors, selon la Fondation Abbé Pierre, donc qui dorment dans la rue ou dans des situations très précaires. Et puis dans le même temps, eh bien nos entreprises et Sud Radio n'y échappent pas. Enfin peut-être un peu quand même, parce que vous travaillez un peu plus tard que nous dans les bureaux. Bon, bref, dans les bureaux. Un clin d'œil à l'équipe de matinale qui se couche toujours très tard et l'équipe de pré-matinale qui arrive très tôt. Ouais, mais en le disant, je me suis dit, tu dis une bêtise, Pierre-Yves. Donc, Sud Radio, mis à part, les bureaux des entreprises, ne servent à rien à peu près 70% du temps. C'est-à-dire notamment le soir et le week-end. À des moments précis, et les jours fériés, justement, etc. Pardon ? Et les jours fériés, etc. Il y a encore plus de temps que ça. Absolument, ouais, tout à fait. Et donc, à un moment donné où justement les personnes qui sont en grande précarité ont besoin d'un abri pour dormir et puis pour profiter un minimum de pouvoir se reposer et donc travailler son projet d'insertion. Alors, comment avez-vous eu cette idée ? Comment avez-vous fondé les bureaux du cœur ? Eh bien, écoutez, c'est un exemple d'après ce que j'ai lu. Il y a un membre, alors, en novembre 2019, ACM Ingénierie, c'est dirigé par Claude Chiron. Il a vu une femme qui dormait dans sa voiture. C'est ce type d'exemple qui a poussé à créer cette association ? Oui, tout à fait. Alors Claude effectivement, il faut rendre à Claude ce qui est à Claude, est la première entreprise, patron de la première entreprise qui a accueilli. Mais effectivement, l'idée c'est que moi je sortais de mes bureaux à Nantes et je croisais une femme qui dormait au-dessus du parking dans lequel je garais ma voiture et elle venait chercher sans doute un peu de chaleur là au-dessus de la bouche d'aération. Et un soir où il faisait vraiment très froid. Je me dis, tu te rends compte quand même que tu quittes tes bureaux chauffés dans lesquels il y a évidemment des toilettes, une salle de bain parce qu'on avait une douche, parce qu'on a des joggers au bureau, bref, une cuisine. Je veux dire, tous les équipements qu'on peut trouver dans une maison, à part peut-être un lit, mais ce qui n'est pas l'équipement le plus compliqué à résoudre. Non, c'est sûr. Et donc, tu quittes ces bureaux-là chauffés et cette personne-là, elle est dehors. Et toi, t'es là avec ta bagnole de patron, tu passes devant et il faudrait continuer à vivre comme ça. Et donc, il y a quelque chose qui me m'allait pas. Et donc, c'est avec une quinzaine de dirigeants d'entreprise issus du centre des jeunes dirigeants qu'on a décidé de mettre ça en œuvre. Mais l'histoire de départ, c'est ça. Et puis, bon, après, évidemment, mon épouse m'a poussé. On avait des amis qui accueillaient aussi un migrant chez eux. Et mon épouse voulait qu'on fasse la même chose. Et j'ai peut-être manqué un peu de courage. Et je lui ai dit, peut-être pas à la maison, mais pourquoi pas au bureau. Et vous savez comment ça marche quand on s'engage auprès de son épouse, on s'y tient. Voilà, donc vous n'avez pas le choix, surtout. Non, j'ai pas le choix, exactement. Le mythe de la faible femme a vécu en écoutant Aurélie Gros. Aujourd'hui, vous avez combien d'entreprises qui participent à cette belle idée, du moins idée. Il y a 250 entreprises qui participent partout en Europe, puisque on est présent dans 28 villes en France, mais on est aussi présent à Lisbonne, Barcelone et Bruxelles. Donc l'idée fait des petits. Pour vous donner quelques chiffres, c'est donc 28 villes, 250 entreprises qui accueillent, et on a dépassé la 50 millième nuit à l'abri. Depuis la création des bureaux du cœur. Donc ça, c'est une vraie satisfaction de voir que c'est utile. Et aujourd'hui, si on est une entreprise et qu'on souhaite participer, mettre notre pierre à l'édifice, comment on fait ? On vous contacte Ouais. Vous les sélectionnez comment ? Voilà, il n'y a pas de sélection spécialement ? Non, on organise un grand casting. Oui. C'est toujours le mieux pour le droit d'accueillir. Non, pas du tout. Alors, effectivement, les entreprises nous contactent. Elles peuvent nous contacter sur notre site web lesbureauxducoeur.org. Bureauxducoeur.org, pardon. Et ils laissent leurs coordonnées. On va les rappeler, on va les accompagner dans ce process dans ce chemin d'accueil, puisque il y a quelques étapes à remplir, s'assurer que les conditions d'accueil sont dignes, s'assurer que la sécurité est remplie pour l'invité et pour l'entreprise, que les conditions juridiques et assurantielles sont réunies, et tout ça, ça prend quelques semaines. Et au bout de quelques semaines, on va présenter une association partenaire à l'entreprise, une association qui, elle, aura besoin pour l'un de ses bénéficiaires de mettre un toit sur la tête de ce bénéficiaire et de pouvoir le mettre à l'abri. Et là, la rencontre se fait entre l'entreprise, l'invité et
et les associations qui s'occupent de l'insertion. On va continuer à parler de cette très belle association, les Bureaux du Cœur, qui hébergent des personnes qui dorment soit dans leur voiture, soit dans la rue, à l'heure ou aux heures où les bureaux et aux jours où les bureaux ne sont pas occupés. On se retrouve dans quelques instants pour continuer à parler avec vous, Pierre-Yves Loaec. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix citoyennes. Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Retour des vraies voix citoyennes avec Aurélie Gros, Stéphane Pellet, co-président du G500 citoyen, et Pierre-Yves Loaec, fondateur des Bureaux du Cœur. Ils sont restés avec nous d'ailleurs, Jérôme Rousseau et Paul Quesada, DG de Novosport et chef de projet de Novosport. Belle initiative, toujours des belles initiatives. Vous pouvez poser des questions à Pierre-Yves Loaec, mais on a un son, tiens, qu'on va écouter. Quand il a repris ses études, quand il est allé au lycée, ben là, il ne pouvait pas se promener avec son sac, dormir dans la rue, ne pas savoir où il allait dormir, il fallait qu'il puisse étudier. Et on avait entendu parler des Bureaux du Cœur. Et voilà, c'était donc un teasing pour Pierre-Yves, pour simplement lui dire que comme Thierry Baudet, a priori ce soir, serait ou accepterait d'être nommé Premier ministre, il doit bien sûr composer son gouvernement, et pour le ministère du Logement, on a tout à fait pensé à vous. Est-ce que vous êtes prêts ? Parce qu'avec l'ensemble de bureaux vides qu'il y a en France pas utilisés, je pense qu'on peut loger pratiquement tout le monde. Non mais je plaisante. Derrière cette idée, est-ce qu'il n'y a pas des gens dans le monde de l'immobilier, dans tous ceux qui assurent jusqu'à là traditionnellement les nuitées, l'hébergement, etc., qui se sont dit non mais il y a quelque chose qui tourne pas rond là, c'est quoi ce système ? Ils vont nous prendre notre travail. Ah ouais, alors non, parce que comme il n'y a pas d'argent à gagner, personne ne vient nous reprocher de Et c'est le chef d'entreprise qui parle. Ouais, vous sous-entendez qu'il y a des personnes vénales, c'est assez surprenant. Voilà, non, là, c'est à la fois le chef d'entreprise et le dirigeant d'associatif qui parle, mais effectivement, non, il n'y a pas d'argent à gagner. Donc pour le coup, personne ne nous en veut, bien au contraire. Je pense qu'on a, y compris dans l'immobilier, des gens qui ont été sensibilisés par notre initiative et qui en sont les relais, parfois même qui accueillent dans leur propre bureau. Donc non, aujourd'hui, on n'a pas vraiment de problème de gens qui trouvent que notre idée viendrait en concurrence avec la leur. Donc non, c'est plutôt une bonne nouvelle de ce point de vue-là. Mais quand on regarde cette crise du logement, parce que 330 000 personnes dans les rues, ça fait mal. Quand on écoute ce chiffre, c'est dur à entendre, qui date maintenant depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Selon vous qui avez des idées, qui avez lancé tout ça et qui est une très belle idée, comment on pourrait régler cette crise du logement ? Oui, qui dure depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale d'ailleurs, comme le disait Aurélie. Alors, chers amis, moi j'ai une idée. J'en ai pas des, j'en ai une. Vaut mieux en avoir une de bonne que 3 de mauvaises, soit dit en passant. C'est ce qui fait la différence entre moi et le ministre du Logement, c'est que moi je n'ai qu'une idée. Mais comment, ceci étant, la mienne marche. Mais comment, blague mise à part, je sais pas comment on peut résoudre ça, parce qu'en réalité, les Bureaux du Cœur, nous, on va prendre notre part, mais on réglera pas le problème du mal logement en mettant des gens dans des entreprises pendant quelques semaines et quelques mois. Pourquoi ? Parce que en réalité, on n'est pas en mesure déjà d'accueillir toutes les personnes qui sont sans domicile fixe en France aujourd'hui et qui ont pour la plupart des fragilités très particulières. Vous doutez bien qu'on peut pas accueillir dans les bureaux de nos entreprises, qui sont aussi des outils de production, des personnes qui ont des problèmes d'hygiène, qui ont des problèmes d'addiction, qui ont des problèmes médicaux qui nécessitent un suivi régulier. On peut pas accueillir de mineurs, on peut pas accueillir d'enfants, on peut pas accueillir de familles, bien souvent. Donc vous voyez qu'on va pas résoudre le problème du mal logement avec les Bureaux du Cœur, mais on va prendre notre part et on va peut-être laisser de la place à ceux qui ont peut-être qui ont des fragilités plus compliquées à régler. Moi, ce que je trouve génial dans cette idée, c'est qu'une fois de plus, comme on a évoqué tout à l'heure en matière de handisport, c'est que ça débloque quelque chose. Parce que je pense que votre vocation, c'est pas que grâce aux associations et aux entreprises, des personnes s'installent durablement dans cette situation, enfin cette solution-là. C'est simplement, qu'à un moment, ça crée le déclic, la personne, ça la sort de cette situation, et elle redémarre progressivement
peut-être parce que vous allez aussi pourquoi pas l'aider sur un emploi ou quelque chose comme ça, un parcours du logement. Et le chiffre, moi, qui m'a beaucoup impressionné, c'est vos 50 000, c'est ça, nuitées déjà réalisées. Il faut savoir que c'est quand même l'intégralité de ce qui est attendu en Île-de-France chaque jour, hein, parce que c'est voilà. Mais c'est quand même intéressant. C'est qu'à vous tout seul, vous avez réussi à faire aussi bien que l'ensemble de la puissance publique, au moins pour un jour de l'année. Donc c'est magnifique comme idée. Oui, c'est satisfaisant de ce point de vue-là, je suis d'accord avec vous. C'est satisfaisant aussi d'un point de vue purement économique. Là, pour le coup, c'est le chef d'entreprise qui parle. Il faut comprendre qu'un lit d'urgence coûte 10 000 € par an à la collectivité, au bureau du cœur, enfin à la collectivité, à la puissance publique en réalité. Hein. Et nous, notre lit d'urgence, il va coûter entre 2 et 3 000 € à la collectivité avec 0 € d'argent public. Donc, et on y est assez attaché parce que comme on est dirigeant d'entreprise, forcément, on a envie de faire différemment pour financer notre action. Parce que moi, ce que je trouve intéressant, c'est le regard aussi des employés dans ces sociétés. J'imagine qu'ils changent et que leur vision du mal logement, des personnes en difficulté dans la rue, qui peut être une vision de rejet souvent, le fait de les accueillir dans l'entreprise, ils voient peut-être les choses aussi différemment, ce qu'on appelle l'inclusion. Hein. On en parlait tout à l'heure, mais je trouve que ce regard-là est intéressant et vous avez peut-être un avis, en tout cas une expérience sur les employés qui ont accueilli des personnes en mal logement dans les sociétés. Mélanger les sans toit avec ceux qui ont un toit et mélanger les personnes en situation de handicap avec les valides, bien comme sûr. On en parlait. Oui. Exactement. C'est mélanger les insérés avec les non insérés et forcément ça fait des belles histoires à la fin puisque vous avez tout à fait raison Aurélie. À la fois on rend service à ceux qui sont pas insérés de manière assez évidente puisqu'on leur offre un toit et un accueil, mais aussi on se rend service à nous. Je veux dire, on est dans des boîtes aujourd'hui où l'individualisation est comment dire croissante. Parce que les modes de travail changent, hein, freelancing, coworking, télétravail, vous en passez des meilleurs, font qu'à un moment donné, la question de la solidarité au sein même de l'entreprise est posée. Et de remettre des personnes en fragilité dans l'entreprise, reprendre soin les uns des autres, c'est hyper important et ça réouvre, les chakras de tout le monde sur la question des fragilités, de la solidarité, de l'importance d'être ensemble, du bien vivre, etc. Et c'est aussi ça l'aventure des bureaux du cœur. Vous pouvez peut-être juste nous donner 2 mots sur votre organisation et notamment comment d'autres personnes peuvent se rapprocher de vous, des entreprises, parce que c'est quand même déjà très impressionnant, 250 entreprises. Vous avez carrément des salariés ou alors ça marche comment ? Oui, on a aujourd'hui 8 salariés dans l'association qui sont principalement basés à Paris pour le coup, puisque même si l'initiative est nantaise au départ, on est quand même dans un pays où tout se centralise un peu à Paris et c'est quand même par moment très pratique. Bref, donc il y a 8 salariés. Surtout quand on a le TGV pas loin. Oui, voilà, on a le TGV pas loin. Mais bon, on a une salariée à Lyon, à Nantes et à Lille, donc on est aussi présent sur les territoires pour être au plus près des entreprises. Mais c'est pas que les salariés évidemment qui font la mécanique des bureaux du cœur, parce qu'il y a 8 salariés, mais il y a une centaine de bénévoles et je les salue particulièrement parce que sans eux, la magie des bureaux du cœur n'existerait pas. Mais et quels sont les profils de ces entreprises? Que les grosses entreprises, vous me passerez l'expression, c'est un peu soviétique, faut l'autorisation du siège puis de la direction régionale. C'est plutôt des TPE, PME, des moyennes entreprises, des ETI. C'est quoi plutôt les profils? Écoutez, vous l'avez bien compris, c'est que Philippe, c'est que effectivement, au départ, ce sont beaucoup des petites entreprises et des PME qui ont démarré parce que le circuit de décision, il est rapide et c'est simple. Oui. Mais il faut quand même reconnaître aussi, et ça c'est formidable, c'est que les grandes entreprises s'y mettent. Et il y a des grandes entreprises, y compris du CAC 40, qui sont aujourd'hui bureaux du cœur. Et il y a également même des collectivités territoriales qui sont bureaux du cœur. Ah oui. Donc ça veut dire que c'est pas que les entreprises maintenant alors. Exactement, ce n'est pas que les entreprises, donc des associations, des collectivités, des grandes entreprises, des petites entreprises, des ETI. Et ça, c'est chouette parce que en fait, la fragilité et le mal logement, il est partout. Il n'est pas qu'à la ville, il n'est pas que à la sortie du métro. Il est aussi à la campagne. Il est même majoritairement à la campagne et dans les zones rurales. Donc, c'est hyper important. Et le maillage des entreprises qui sont partout permet justement d'accueillir en tout lieu. Et comment est-ce qu'on peut vous aider, vous faire des dons? Eh bien, écoutez, c'est pareil. Il faut courir sur notre site internet. Moi, on m'a dit que d'habitude, on surfait sur les sites internet, mais comme on est en période de Jeux paralympiques, ça peut être l'un ou l'autre. Hein. Voilà. On peut rouler aussi. Vous allez sur le site internet, on peut donner directement en ligne.
Allez-y, voilà. Donnez-nous l'adresse quand même. Et le site, c'est bureauducoeur.org. Bureau avec un X, donc un pluriel. Bureau avec un X, puisque effectivement, il y a plusieurs bureaux. Et le cœur, lui, il n'y en a qu'un seul, unique. Et on peut courir avec une lame aussi. Absolument. Bureauducoeur.org. Bravo. Mais on le remettra sur le site internet de Sud Radio, sur le site internet du G500. On essaiera d'appeler toutes ces entreprises à vous rejoindre et aussi aux donateurs à vous aider et aux collectivités. Parce que j'imagine que les collectivités peuvent vous appeler également. Et parce que je le rappelle, vous pourrez tout retrouver sur les réseaux Sud Radio, tous les réseaux sociaux. C'est l'excellente Justine qui s'en occupe pour contacter ces belles associations. Merci Aurélie Gros et Stéphane Pellet, oui. On n'oublie pas donc tous ceux qui veulent s'inscrire sur la première grande étape régionale du sommet citoyen qui aura lieu en juin 2025, 12, 13, 14 juin à Lille. Première étape le 9 novembre autour des enjeux de la santé dans un sens élargi, santé environnementale, médico-sociale, handicap. Voilà, tout ça autour du 9 novembre. On s'inscrit. À Lille. Mais merci encore à Jérôme Rousseau, Paul Quesada et Pierre-Yves Loec et également Pierrick Courillot. Dans quelques instants, tout de suite, Sud Radio à votre service et après, la première des vraies voix du rugby avec François Trio et son équipe.